Bonjour à toutes et à tous. Ayman Cherragui, ravi de vous retrouver pour la 3e saison de l'émission Les Engagés de l'innovation sociale, portée et préparée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh. L'émission se veut un carrefour d'échanges et de débats autour de l'innovation sociale et la place stratégique qu'elle occupe dans le modèle de développement du Maroc. Pour rappel, lors des 2 saisons précédentes, nous avions abordé le cadre réglementaire de l'économie sociale et solidaire, le financement de l'innovation sociale, le système d'accompagnement et d'incubation des innovateurs sociaux et bien d'autres sujets encore. Pour cette 3e saison, nous allons démarrer la discussion avec un thème très important qui est celui de l'innovation sociale au cœur de l'action publique au Maroc. Pour en parler, nous avons invité ici sur le plateau des engagés, Monsieur Youssef Husni, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Husni, vous êtes le directeur de l'Office de développement de la coopération, communément appelé l'ODCO, et vous êtes un établissement public sous tutelle du ministère du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Bienvenue. Merci. Avec nous. Nous avons également avec nous Madame Ahlam Qafas. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Madame Qafas, vous êtes prof à l'université Ibn Tufayl et également enseignante-chercheur à l'ENCG de Khnitra. Tout à fait. Merci d'être là. Merci à vous. Nous avons également Monsieur Yassine Marrouj. Bonjour. Bienvenue. Monsieur Yassine, vous êtes entrepreneur social et expert en entrepreneuriat social et solidaire. Merci pour l'invitation. Merci d'être là avec nous. Restez attentifs. Un débat riche et des call to action sont dans cet épisode. À tous les engagés. Pour le premier axe, et je démarre avec vous, Monsieur Husni, et le premier axe, c'est relatif au leadership de l'État par rapport à l'innovation sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation sociale telle que nous la connaissons, est-ce qu'elle est l'apanage unique de l'État en tant qu'acteur principal, ou est-ce que c'est un sujet qui concerne tous les acteurs de l'écosystème, et comment se situe l'État dans l'équation du développement social du pays en général? Merci Ayman pour l'invitation. Merci aussi pour la Fondation Abdelkader Ben Saleh pour l'organisation de cette émission et d'autres émissions de partage et de diffusion de tout ce qui a trait à l'innovation sociale dans notre pays en tant que dispositif qui aura un impact très important sur le développement socio-économique de notre pays. Bien évidemment, le leadership de l'État est crucial pour le développement de l'innovation sociale et solidaire. L'État peut jouer un rôle central et clé dans la mise en place d'un environnement favorable au développement de l'économie, de l'innovation sociale. Mais la question de développement de l'innovation sociale n'est pas l'apanage que de l'État. Il est l'apanage de l'ensemble des acteurs, que ce soit étatique, société civile, collectivité territoriale, mais l'État garde toujours ce rôle de catalyseur d'impulser le développement de l'innovation sociale et solidaire. Dans ce cadre-là, l'État pourrait entreprendre plusieurs mesures pour relancer l'innovation sociale dans notre pays à travers le développement et l'élaboration d'une stratégie nationale de l'innovation sociale en partenariat avec les acteurs concernés, la mise en place d'un cadre réglementaire et fiscal favorable au développement de l'économie sociale et à la création d'entreprises sociales et à l'investissement dans ce domaine, favoriser la coordination et la coopération entre l'ensemble de ces acteurs, notamment au niveau territorial, à travers la structuration d'écosystèmes régionaux de développement de l'innovation sociale et solidaire, et pourrait jouer un rôle de diffuseur, de partage des bonnes pratiques, de solutions innovantes trouvées au niveau de l'ensemble du territoire national. Très bien, excellent. Alors, ce rôle d'ailleurs de l'État qui est prépondérant aujourd'hui en la matière, les rôles que vient d'évoquer Si Husni, Madame Qafas, j'ai une autre perspective à explorer avec vous. Aujourd'hui, par exemple, il y a certains chercheurs ou bien spécialistes qui disent que l'innovation sociale doit être un projet
portée par la société en général, portée par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et que parfois l'État peut avoir juste un rôle ou un regard de loin, régulateur de loin, et laisser l'action aux acteurs sur le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant économiste que vous êtes, c'est le fameux débat entre libéraux et socialistes. Est-ce que l'État doit intervenir dans le marché, par exemple, économique? Et par rapport à cette question, est-ce que l'État doit être le grand acteur du développement social ou bien non, il doit juste avoir un rôle de régulation et de supervision de loi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors tout d'abord, je vous remercie, c'est Ayman. Je remercie aussi la Fondation Abdelkader Ben Salah pour le grand travail qu'ils font. C'est vraiment énorme et puis c'est un modèle pour les autres organismes et les parties prenantes pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement atteindre ce développement économique et social auquel aspire le Maroc. Alors votre question, elle est très intéressante et à mon sens, elle fait appel à la raison d'être de l'État, de ce qu'on appelle État. Qui est l'État? Ça me rappelle quelques années, il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, où les jeunes au Maroc, ils demandaient à l'État de leur trouver carrément des postes pour travailler au sein de l'État. Et puis la vision aujourd'hui est tout à fait différente. Alors l'État, à mon sens, loin des débats des économistes, à mon sens, l'État, c'est l'acteur qui doit faire et non pas faire. C'est-à-dire, il doit préparer toutes les conditions pour qu'on puisse faire, pour que la société puisse faire, que ce soit sur le niveau économique, social, environnemental, etc. Le rôle de l'État, c'est un rôle d'empowerment, de catalyseur, comme disait Si Youssef, et du coup, on revient aux outils et aux moyens dont dispose l'État. Le premier moyen étant le moyen législatif. Préparer le terrain. C'est comme le fait de préparer le terreau pour qu'il y ait de belles plantes. Le fait de planter, c'est de l'apanage de la société civile, des acteurs, mais le terreau, c'est de l'apanage de l'État. Oui. Donc du coup, nous parlerons, je pense, par la suite d'un statut législatif, des lois en vigueur, mais des lois aussi qu'on doit penser. Parce qu'aujourd'hui, on prépare les solutions, pas pour aujourd'hui, mais on prépare les solutions pour demain, dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Très bien, très bien. Semrnouj, par rapport à ce point entrepreneur que vous êtes, et nous savons que le quotidien de l'entrepreneur, il est conditionné par le cadre réglementaire et juridique qui l'entoure. Par rapport à cette question, quel est votre retour par rapport au rôle de l'État? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État marocain favorise l'émergence d'innovateurs sociaux et d'entrepreneurs sociaux? Bonjour, c'est Ayman. Tout d'abord, je remercie la Fondation Ben Salah pour l'invitation, toute l'équipe de travail et tout le travail qu'ils font vraiment sur le terrain au niveau des régions et pour le développement d'innovation sociale au niveau de notre cher pays. Donc, je vais prendre ma casquette d'entrepreneur. D'abord, pour parler du rôle de l'État dans l'appui à l'entrepreneuriat social et à l'innovation sociale. Il y a une différence à citer ici, c'est que l'innovation sociale, elle tacle plutôt un problème social qu'on doit tacler d'une manière innovante ou d'une manière différente. Pour l'entrepreneuriat social, c'est pas nécessairement un problème social, c'est qu'on est en train de chercher une solution avec un business model social pour pouvoir créer du profit, bien sûr, en premier lieu pour l'entrepreneur, mais par la suite pour créer un impact social sur l'environnement et sur notre écosystème et notre environnement social. Donc c'est ça la différence entre ce qui est l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social. Pour le rôle de l'État pour l'entrepreneuriat social, donc il y a 4 acteurs clés dans un écosystème qui sont d'abord l'État. Après, il y a tout ce qui est les acteurs associatifs, les acteurs de la société civile. Il y a les organisations aussi internationales. Et il y a aussi les entrepreneurs eux-mêmes, c'est-à-dire les entrepreneurs sociaux eux-mêmes. Donc, le rôle de l'État, comme m'a dit Sehhousni et Madame Khafas, c'est un rôle de terreau, un rôle de régulateur, un rôle de facilitateur aussi, en termes de fiscalité, en termes d'incentives pour les entrepreneurs pour pouvoir créer de l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur social, je suis pas considéré entrepreneur social, je suis considéré en tant que TPME ou TPE. Je suis obligé de payer mes impôts, comme toute entreprise,
et je suis aussi obligé d'opérer en tant qu'entreprise for profit, c'est-à-dire qui fait du profit. Dans les conditions du marché. Dans les conditions du marché, voilà, exactement. Donc du coup, aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs programmes au niveau de l'État qui ont été appuyés pour l'entreprise sociale. Il y a une nouvelle loi aussi qui est discutée au niveau de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est ça vraiment le rôle de l'État. Premièrement, c'est de communiquer sur les stratégies de l'économie sociale ou de l'entrepreneuriat social au niveau du pays et de nous créer un terreau, un régime de fiscalité et une régulation favorable adapté. Et aussi de nous laisser faire les choses, de ne pas toujours s'introduire dans la réflexion de l'entrepreneur, parce qu'une certaine liberté dans les actions de l'entrepreneur crée de l'innovation. Mais quand on crée un cadre vraiment très rigide, légal bien sûr, on bloque un peu l'innovation au niveau de l'entrepreneuriat. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, c'est Mornouche, pour ces explications. D'ailleurs, vous me donnez la perche idéale pour aborder un autre sujet sur lequel je veux accueillir vos idées. Lorsqu'on dit leadership de l'État, on dit également, principalement, c'est politique publique. Et les politiques publiques, d'un point de vue macro, je dirais, m'intéressent particulièrement. Et si Husni, l'État possède plusieurs politiques publiques dédiées aux structures de l'économie sociale et solidaire, parce qu'également, il y a une panoplie de ministères impliqués justement dans la question. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces politiques publiques? Est-ce qu'elles sont cohérentes? Est-ce qu'il leur manque quelque chose qui, je dirais, empiétine leur efficacité? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces politiques publiques en général? Et est-ce qu'ils arrivent à générer de l'impact souhaité en général sur le terrain par les acteurs? Bon, merci Slimane. Tout d'abord, je tiens à rappeler que l'économie sociale et solidaire de manière générale au Maroc a été reconnue par le nouveau modèle de développement en tant que tiers secteur qui pourrait contribuer au développement économique de notre pays à côté des secteurs publics et des secteurs privés. Déjà, c'est quelque chose de très important et pour laquelle cette économie, on a fixé des objectifs extrêmement importants. C'est d'atteindre une contribution au PIB national de 8% et de créer au moins 50 000 emplois annuellement. C'est pour cela, nous, au niveau du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, la première chose avec laquelle a commencé Madame la ministre, Madame Amour Fatima Zahra, c'est l'élaboration de cette loi cadre de l'économie sociale tant attendue pour définir qu'est-ce que c'est que d'abord l'économie sociale et solidaire. Jusqu'à maintenant, à l'échelle nationale, on n'a pas de définition de l'économie sociale et solidaire. On n'a pas de définition du concept de l'innovation sociale. Il n'est défini nulle part. Donc, Dieu merci, on vient de terminer l'élaboration de cette loi cadre qui a été élaborée de façon concertée avec l'ensemble des acteurs nationaux et territoriaux, et dans laquelle cette loi, on définit l'économie sociale et solidaire, on définit l'innovation sociale, on met en place des organes qui vont permettre à ces acteurs de l'économie sociale de s'exprimer, de défendre leurs intérêts, qu'on vient de rappeler Yassine, et on leur laisse la liberté. Il faut que ces gens-là s'expriment. Et donc c'est là le rôle de l'État en tant que catalyseur et qui veille à ce qu'il met en place l'environnement favorable. Dans cette loi cadre, Inch'Allah aussi, on parle de tout ce qui est incitation fiscale, financière, pour encourager le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation aussi sociale et solidaire. Bon, effectivement, l'économie sociale et solidaire est un secteur transverse et il est porté par plusieurs départements ministériels. On peut pas dire que les actions entreprises par ces ministères n'ont pas donné de résultats. Certainement, ils ont donné et ils donnent des très bons résultats, mais il leur manque, ils auraient peut-être dû donner plus si on travaillait dans une atmosphère favorisant la coordination, la synergie entre l'ensemble des interventions. Et c'est à travers ce projet de loi, on met en place les organes et structures nécessaires qui vont nous permettre d'assurer cette coordination et cette synergie pour l'action de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Excellent. Synergie, coordination sont des mots-clés effectivement qui sont liés à ce qu'on appelle dans les politiques publiques la convergence des politiques publiques. Et là, je m'adresse à vous, Madame Qafas, en tant qu'enseignante-chercheuse. Et vous avez travaillé sur l'analyse des politiques publiques.
Aujourd'hui, quel regard de chercheur, je dirais un regard assez froid, assez distant, assez objectif, quel regard portez-vous sur les politiques publiques qui sont destinées au développement social du pays? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'homogénéité ou bien de convergence entre ces différentes politiques publiques? Effectivement, il y a aujourd'hui un regard très étroit et très dirigé vers l'évaluation des politiques publiques. Et en fait, l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, c'est pas que le résultat de politiques publiques, mais c'est également un outil, un moyen pour pouvoir revoir et moderniser les politiques publiques. Aujourd'hui, nous parlons de la digitalisation dans les administrations publiques. Nous parlons également de la gouvernance globale, le fait d'optimiser les moyens, d'optimiser les ressources pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais aussi, le Maroc doit capitaliser sur certains aspects, notamment cités dans le nouveau modèle de développement, la priorisation de certains secteurs. Ceci doit être dirigé vers tous les entrepreneurs sociaux pour qu'ils puissent comprendre dans quelle vision veut travailler l'État et sur quel secteur veut-il travailler. Il y a également la régionalisation avancée, qui est un outil très valorisant et un outil très important dans cette perspective-là. Je pense que c'est un moyen qui n'est pas encore très bien exploité. Il y a quelques problèmes encore qui résident entre ce qui est national, ce qui est régional, et bien évidemment nous devons réfléchir pour avoir une certaine synergie et pour que tout le monde travaille dans le même, on va dire dans la même vision, et qu'il y ait une certaine collaboration, une certaine optimisation des efforts fournis. Certes, il y a des efforts, mais ces efforts-là pourraient donner un peu plus de résultats par rapport à ce qu'il y a maintenant. Nous parlons du statut, nous parlons d'une loi cadre, mais aussi il faut penser à la communication de cette loi cadre. Il faut penser aussi à fédérer tous les efforts de toutes les parties prenantes, pas uniquement des gens qui s'occupent des politiques publiques. Excellent. D'ailleurs, en parlant de je dirais, de cet attentisme vis-à-vis de la loi cadre qui va atterrir bientôt, j'imagine, chez la première chambre au Parlement. Et d'ailleurs, c'est une loi cadre que vous avez évoquée lors de votre première intervention, Simrnouj, parce qu'effectivement, elle permettrait quand même de déterminer les rôles, de délimiter les champs d'intervention et de libérer le potentiel des entrepreneurs. Maintenant, comme vous êtes à la fois bénéficiaire, mais aussi accompagnateur des innovateurs sociaux qui bénéficient de l'accompagnement de l'État, Simrnouj, est-ce que vous pensez que ces politiques publiques aujourd'hui, d'un point de vue entrepreneurial, est-ce qu'ils ont vraiment libéré le potentiel des entrepreneurs tels qu'ils sont aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a des limites, ou est-ce qu'il y a des facteurs d'inhibition qui ne permettent pas à ces politiques publiques d'atteindre leur efficacité, mais d'un point de vue entrepreneur que vous êtes? Parfait. Donc, je vais juste vous répondre que j'ai commencé ma vie entrepreneuriale en 2015. Donc, en 2015, il y avait peu d'actions publiques sur l'entrepreneuriat. Donc, il y avait quelques actions au niveau des financements de petits projets, au niveau de l'ANAPEC, ainsi de suite. Mais il n'y avait pas un programme, il n'y avait pas un modèle de développement, il n'y avait pas une action d'État qui dirige la vision entrepreneuriale du pays, surtout pour les jeunes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, il y a plein de programmes. Il y a Innovinvest, il y a le modèle de développement, il y a la loi de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, l'État en tant qu'acteur et en tant que catalyseur a commencé à faire son rôle. Et aujourd'hui, les entrepreneurs eux-mêmes doivent aussi suivre ce mouvement. Parce qu'on doit changer aussi le mindset de l'entrepreneur. D'un entrepreneur qui attendait, comme a dit Madame Rafas, qu'il attendait qu'on lui apporte tout, qu'aujourd'hui l'entrepreneur doit lui-même prendre aussi un engagement et pouvoir créer de la valeur et de l'innovation sociale aussi. Donc aujourd'hui, je pense que l'État marocain est conscient de ça. Programme Força, programme Telaka, il y a plein de programmes. Et aussi dans le discours royal d'octobre 2018, lui, il a dit concrètement, aujourd'hui, en tant qu'acteur de la société civile et en tant qu'acteur des administrations publiques, on doit tous collaborer aujourd'hui
vers un nouveau modèle de développement. C'est-à-dire que c'est un message clair pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'État est conscient de ce point d'innovation sociale et qu'il va pousser via des financements et aussi via une régulation qui va être plus apte à l'innovation sociale. Mais j'appelle aussi les entrepreneurs à prendre l'engagement et à pouvoir aussi faire leur action de leur part. Parce qu'une échelle, c'est à 2 niveaux. On ne peut pas avoir que le niveau d'en haut, les 2 niveaux doivent suivre la cadence. Excellent. Voilà, Peut-être un merci. très bon call to action à lancer à la Oui, tout à fait. à la fin de l'épisode. Très bien. Vous avez évoqué les Força, vous avez évoqué d'autres types de programmes, Innovinvest et autres. D'où, je pense que voilà, nous sommes là en train d'entrer dans le vif du sujet de la palette des programmes et des projets directs aujourd'hui qui sont en action en faveur de l'innovation sociale au Maroc. Je me tourne vers vous, Si Husni. Aujourd'hui, nous avons effectivement plusieurs projets au programme en la matière. Est-ce que vous pouvez, par exemple, soit au niveau de l'ODCO, au niveau du ministère de tutelle, nous parler de certains projets que vous avez mis en place, que vous implémentez sur le terrain en faveur des innovateurs sociaux? Quel type de service, quelle offre, et qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour encore élargir cette palette? Bon, déjà, le grand programme lancé par ce gouvernement, qui est chapeauté par Madame la ministre Amour Fatma Zahra, c'est le programme Força, lancé par ce gouvernement qui vise à accompagner, financer au moins 10 000 porteurs de projets annuellement. Cette année 2022, on avait fixé 10 000 projets. On a atteint l'objectif, on l'a même dépassé. Plus de 100% de l'objectif a été atteint. Le programme, il est innovant dans la mesure où il se base sur tout ce qui est financement sous forme de prêt d'honneur, mais pas seulement le financement, parce que le problème au Maroc n'est plus un problème de financement. Avec un ensemble de programmes, une panoplie de programmes lancés, à leur tête, le programme Intelaq lancé par Sa Majesté l'Insro. Le programme Força aussi, il a apporté une possibilité de financement sous forme de prêt d'honneur sur une durée de 10 années. Mais le plus important, c'est l'accompagnement, c'est cette période d'incubation. Donc on est de plus en plus conscient comme quoi il va falloir incuber ces porteurs d'idées et encourager les porteurs d'idées innovants. Et c'est la ligne directrice qu'a fixée Madame la ministre pour l'ensemble des incubateurs qui accompagnent les porteurs de projets. Faites en sorte à ce qu'on fasse émerger les porteurs des idées innovantes pour les aider, les accompagner, les former et par la suite les financer et assurer leur suivi. Déjà, je pense que c'est un changement de mindset extrêmement important, le fait à ce que l'État reconnaît comme quoi l'incubation, l'accompagnement, pré-création de ces petites entreprises est fondamental pour la réussite des projets par la suite. Il y a aussi le programme Aourach. Le programme Aourach, il est mis en place à travers des acteurs de l'économie sociale et solidaire, à travers les associations, à travers les coopératives. C'est une innovation, c'est une avancée considérable, parce que l'État fait confiance à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. On sait le programme de généralisation de préscolaire qui est mené par le ministère de l'Éducation nationale avec 2 grandes fondations. Fondation marocaine pour la promotion scolaire et la Fondation Zagora. Donc l'État, il est de plus en plus conscient du rôle que peuvent jouer ces acteurs de l'économie sociale et solidaire et il délègue une partie de sa mission à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et il y a le programme royal, à savoir l'Initiative nationale de développement humain, qui accompagne, qui a mis en place plus de 100 plateformes de jeunes qui permettent d'incuber, d'accompagner des porteurs de projets en s'appuyant sur des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que l'écosystème et l'ambiance globale, il est favorable pour le développement de l'économie sociale et solidaire de manière générale dans notre pays. Très bien. Simplement y croire. Il faut y croire et il faut que les entrepreneurs, comme l'a dit Simernouj, prennent le taureau par les cornes et aller explorer leur potentiel en la matière. En tout cas, le terrain, il est là. Le terrain, il est meublé, les opportunités sont partout et il faudrait en profiter. Maintenant, cette panoplie d'offres dont tu as parlé, Si Husni, aujourd'hui, ces différents programmes qui existent, là je m'adresse à vous, Madame Qafas, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces programmes, déjà si vous avez d'autres types de programmes que peut-être vous pouvez les partager avec nous, mais est-ce que cette offre aujourd'hui, est-ce qu'elle permet réellement
aux entrepreneurs et aux innovateurs de démarrer leur projet. Parce que entre l'idéation, la création de l'idée, le travail sur le modèle social de l'initiative et par la suite, ce qu'on appelle le go-to-market, aller au marché, en général, je pense qu'il y a un taux très important d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à percer, à entrer dans le marché. Où réside le manquement et où réside la difficulté aujourd'hui pour ces entrepreneurs d'aller sur le terrain? En fait, il y a tellement de programmes qu'on n'aura peut-être pas le temps de parler de tous ces programmes-là. Mais personnellement, je préfère parler des choses que je connais le plus. Je suis en contact direct avec les étudiants chaque jour. Et chaque jour que Dieu fait, nous constatons à l'université Monsieur Yassine, il pourra me corriger, qu'il y a aussi un problème sur la construction de la personnalité de cet entrepreneur que nous voulons avoir au Maroc. Alors, l'histoire a commencé déjà en 2003, quand on a fait la réforme universitaire LMD, on a intégré le module communication, développement personnel pour pouvoir quand même corriger certaines imperfections, etc., et pouvoir faire de cet étudiant quelqu'un qui pourrait porter l'idée et porter un projet et aller vers l'entrepreneuriat. Après, on a pensé aussi à l'entrepreneuriat social, mais il y a aussi des efforts j'ai comme l'impression qu'il y a des efforts qui vont, qu'il faudrait faire de plus parce que ces réformes-là n'ont pas abouti, au moins au milieu universitaire, et qu'aujourd'hui on revient à ce qu'on appelle les soft skills, on revient à l'innovation à l'intérieur de l'université. Je pense aussi que pour même les autres programmes qui ont été faits, les autres projets, on a donné certes de l'importance à l'idéation, mais pas autant qu'il en faudrait à l'idéation, à la pré-idéation, à la personne qui pourrait créer et innover. On a un système éducatif jusqu'à présent qui essaye de redresser cela, mais un système éducatif qui n'a pas aidé l'apprenant à être preneur de ses idées, à avoir confiance en lui-même, à avoir confiance en ses idées et du coup être moteur de ce changement. On est plutôt dans la culture assistana plutôt que la culture empowerment. Et si on n'arrive pas à redresser ce mauvais fonctionnement de la chose, je ne pense pas qu'on pourrait relever le défi. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ce point-là, parce que le travail sur le financement, je pense qu'il est déjà fait. Le travail sur la législation, je pense qu'il est en train de se faire et c'est prometteur. Mais il y a encore l'être humain qui va porter ces idées-là, l'être humain qui va devenir l'entrepreneur social d'aujourd'hui et de demain. Excellent. Et je pense qu'il faudrait les atteindre, comme disait quelqu'un, de plus en plus jeunes, c'est-à-dire au niveau de l'université, et pourquoi même pas au niveau du lycée, et inculquer cette culture. Est-ce que, par exemple, au niveau des universités marocaines, je pense que toutes les universités marocaines ont aujourd'hui un incubateur pour leurs étudiants en général, je pense, ouais. Exactement. Il y a des incubateurs et il y a l'idée de pépinière d'entreprise, mais il y a toujours ce problème de taux de mortalité des entreprises, que ce soit les entreprises classiques et encore plus pour les entreprises sociales. Le problème avec les entreprises sociales, c'est que elles n'ont pas toutes encore atteint le point de maturité où elles pourraient être autonomes, et donc elles sont toujours dans cette culture d'être assistées par soit par l'entreprise, soit par l'État, soit par une autre partie prenante. L'idéal serait de trouver le business model de l'entreprise sociale qui pourrait, dans l'espace de 2-3 ans, être autonome et générer elle-même ses sources de financement. Très bien. Simrnouj, à la fois, peut-être que vous avez été bénéficiaire à un moment de l'un des programmes ou des projets de l'État en la matière, et vous accompagnez d'autres innovateurs sociaux à en bénéficier également. Donc à la fois l'usager et le consultant se retrouvent en vous. Quelle conclusion portez-vous par rapport à ce point? Est-ce qu'aujourd'hui la panoplie des programmes qui existent, est-ce qu'on atteint une forme de satiété et que tout le monde est servi, mais en contrepartie également, l'impact social n'est pas là. Donc, où est la fuite, je dirais, où réside ce point qui manque pour que l'écosystème démarre d'une façon générale? D'accord. C'est au niveau de l'entrepreneuriat social, on a des phases de vie.
pour un entrepreneur social. Donc on a ce qu'on appelle le early stage ou le seed. C'est le financement de départ ou de graines, comme on l'appelle. Donc, pour ce financement, aujourd'hui, il existe au Maroc. Il y a une multitude d'offres de financement et aussi pas mal d'offres d'accompagnement au niveau du seed. Par contre, quand on passe ce qu'on appelle la debt valley ou la vallée de la mort, comme a initié Madame Khafas, elle a dit que plusieurs entreprises ne réussissent pas, il n'y a pas un business model fixe. C'est dans le site qu'on essaye de chercher le business model fixe. Il y a plein d'entreprises sociales qui meurent dans la dette valley. Par exemple, selon les statistiques mondiales, c'est 1 sur 10, selon le World Bank. 10 entreprises sociales, c'est une qui réussit. Ouais, voilà, exactement, puisqu'on est en recherche d'une innovation, on n'a pas le go-to-market encore. Par la suite, quand on passe à des phases plus avancées, c'est là où, en tant qu'entrepreneur social, on commence à trouver des blocages. Puisque on a vraiment peu de marché tertiaire, on est bloqué par le manque de financement Serious A ou de financement vraiment intéressant pour pouvoir scaler, pour pouvoir se développer, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, dans le monde, on connaît ce qu'on appelle les investisseurs à impact, les investisseurs sociaux. Au Maroc, on ne parle pas encore de ça. On est en cours, on ne parle pas encore de ça. Donc, il faut qu'il y ait des investisseurs sociaux. Donc, l'État n'est pas un investisseur. L'État, c'est un régulateur, c'est un catalyseur. Au niveau du CID, je sais qu'il va m'aider, je sais qu'il va vers le règlement, ainsi de suite, les lois pour pouvoir opérer. Mais à un certain moment, il faut que le privé aussi entre dans le jeu, qui joue son jeu aussi. Donc, c'est un écosystème, c'est une chaîne avec des maillons. Il faut vraiment travailler sur tous les maillons. De mindset dans l'entrepreneur, à l'État, au secteur privé aussi, qui doit être aussi inclus dans la chaîne et pouvoir investir dans l'entrepreneuriat social. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer là, par exemple, la création comme les fonds d'investissement classiques que nous avons, la création d'un fonds d'investissement social, par exemple, qui pourrait entrer dans le equity, par exemple, d'entreprises socialement engagées ou bien d'investir dans des projets? C'est ça l'idée? Tout à fait. Et l'État doit jouer aussi son rôle de catalyseur à ce niveau-là aussi. Pas que au niveau des entrepreneurs, mais au niveau des investisseurs aussi. Leur faire des lois, des règlements, leur donner un terreau pour pouvoir investir dans l'impact, dans le social. Pas que dans le pur profit. Aujourd'hui, au Maroc, on sait que tout le monde investit dans la pierre. Ce qui est un peu dommage, puisqu'on a des idées fuisantes au Maroc. On a des entreprises qui vont aller chercher des investisseurs ailleurs. Alors qu'on a du potentiel au Maroc. Pourquoi s'exporter? On peut le laisser ici. Mais il faut que l'écosystème suive. Très bien. J'ai une question pour vous taquiner un peu. Ce fonds d'investissement social devrait-il être porté par l'État ou par une coalition d'organisations, je dirais, sur le terrain? Une coalition privée, société civile? Je ne crois pas que ça doit porter par l'État. Je prends vos avis respectifs. Moi, voilà. Avec ce je reviens. Tout à fait d'accord. Il devrait être porté par une coalition territoriale des acteurs territoriaux. Le secteur privé, les collectivités territoriales. L'État peut contribuer, mais pas elle seule. Très bien. Très bien. Madame Puisque nous parlons d'innovation, l'innovation peut se faire aussi sur ce niveau-là. Finalement, quand vous dites l'État, l'argent de l'État, ce n'est que l'argent du contribuable. Et donc, on peut être aussi créatif par rapport à ce fonds. La gouvernance. Voilà. Ouais. On peut être créatif. Il y a par exemple, le crowdfunding, c'est une innovation de financement. Donc, on pourrait trouver d'autres formes où l'État n'est pas forcément le principal acteur. Très bien. C'est Ahmed, je vais ajouter aussi une remarque de terrain, en fait. Nous, Marocains, on a un gène d'innovation sociale. Le Uber, aujourd'hui, grande innovation au niveau du monde. Le taxi marocain, c'est un Uber naturel. Ça a commencé. Dart, la toilette, le khattarat au niveau de Figik. On est un peuple d'innovation sociale. Qu'est-ce qui nous manque? Une gestion de connaissances. On n'a pas géré cette connaissance pour pouvoir la scaler et pouvoir la développer en tant que business. Et la création du business model et d'innovation dans le business model. Pas dans le produit. En lui-même, ouais. En lui-même, mais dans le business model. Donc ça, c'est ce qui nous manque. Après, l'État peut nous donner tous les outils pour faire ça. Mais c'est pas le rôle de l'État de nous créer un business model innovant, de faire peut-être une gestion de connaissances, oui. Il pourrait peut-être créer une cellule de gestion de connaissances, de pouvoir capitaliser sur tout ça. Mais pour pouvoir créer un business model,
ça commence vraiment, c'est une approche par le bas, hein, ça commence du terrain, c'est les entrepreneurs, les innovateurs qui doivent faire ce geste et qui doivent s'engager sur ça. Très bien. En guise de clôture, et comme ici est la coutume chez les engagés de l'innovation sociale, nous terminons chaque épisode par un round de call to action. C'est soit une recommandation, soit une proposition que vous pouvez adresser aux acteurs de l'écosystème. Vous pouvez être précis en désignant un acteur ou vous pouvez lancer la recommandation pour l'écosystème en général. Et je démarre avec vous aussi, Husni. Quel est votre call to action aujourd'hui de chez les engagés de l'innovation sociale? Mon premier call to action, il est destiné aux universités, établissements de formation, que ce soit supérieur ou même secondaire et primaire, dans la mesure où l'innovateur social, finalement, c'est l'être humain. C'est lui qui devrait chercher cette solution. Il faut que juste qu'on lui met en place les conditions favorables et c'est à lui de trouver les solutions qu'il faut aux différentes problématiques qui existent ou là qui vont ressortir dans le futur. C'est pour cela on a besoin d'inculquer cet esprit de recherche de solutions sociales, d'innovation sociale depuis le jeune âge. Et donc c'est fondamental et je pense que les universités ont entamé pas mal d'actions. Il va falloir peut-être juste les structurer, communiquer autour des expériences réussies, corriger ce qui n'a pas marché et faire en sorte à ce que ça soit vraiment un axe fondamental de leur enseignement. Le deuxième call to action, il est destiné les collectivités territoriales, je dirais même les partis politiques, qui ont un rôle d'encadrement des citoyens. Donc il faudrait toujours qu'on débat autour de ces thématiques d'innovation sociale et débattre avec les populations sur la recherche de solutions innovantes aux problèmes qu'ils vivent actuellement. Le troisième call to action est destiné aux entrepreneurs sociaux. Il faudrait qu'ils jouent pleinement leur rôle de plaidoyer, mais pour cela, il faudrait qu'ils aient la confiance aussi de l'État. Parce qu'il y a effectivement des entrepreneurs sociaux très engagés, sérieux, qui apportent des solutions. D'autres un peu moins, c'est des sortes d'entreprises déguisées, ce qui un peu permet de perdre la confiance entre l'État et les acteurs de l'économie sociale ou de l'entrepreneuriat social de façon globale. Je pense qu'ils ont besoin de se fédérer, de partager leur expérience, de travailler, de s'engager davantage et je suis sûr qu'ils vont réussir dans l'intérêt de notre pays. Excellent. Très pertinent, Si Husni. Merci beaucoup. Madame Qafas, vos call to action? Alors, le premier, c'est aux éducateurs. Et par éducateurs, j'entends les familles, j'entends les professeurs, j'entends les enseignants même du primaire, du secondaire. J'entends aussi les programmes du préscolaire pour qu'ils inculquent cet esprit entrepreneurial. En fait, c'est pas inculquer l'esprit, c'est juste laisser l'enfant vivre son enfance et vivre son amour pour la créativité et l'innovation. Parce que ce qu'on fait dans l'école marocaine, malheureusement, depuis des générations, c'est qu'on coupe les ailes aux enfants et on leur laisse pas le temps ni ce désir de développer ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc voilà, ce courage de la part des éducateurs, que ce soit dans les familles, etc. Mon deuxième call to action, c'est peut-être les think tanks et la société civile qui travaillent sur le changement social et culturel, combattre cette vision de l'échec, parce que au Maroc, quand un entrepreneur, que ce soit un entrepreneur classique ou social, il échoue, il a toute la société sur le dos et donc il n'est pas accepté. Le fait d'accepter l'échec, parce que on ne peut pas réussir si on ne commence pas d'abord par l'échec. Et troisième call to action, peut-être pour les influenceuses sur Internet, les médias, que ce soit les médias classiques ou non classiques, c'est de montrer qu'il y a des gens qui ont réussi. Et à partir du point zéro ou même moins 1, moins 2, moins 3. C'est-à-dire, montrez-nous qu'il y a des gens qui réussissent avec leurs propres idées, qui on peut, quel que soit le cas, il y a des gens qui ont réussi à travers la crise Covid. Il y a des gens qui ont réussi dans des situations très hostiles. Donc, montrez-nous ces exemples de réussite-là. Excellent. Communiquer les modèles et communiquer la réussite. Tout à fait. Excellent. Simrnouj, Amen. votre call to action?
Parfait. Donc, moi, je vais commencer par, puisqu'on parlait de l'État, je vais commencer avec l'État. Donc, pour l'État, c'est vraiment de lancer la loi de l'économie sociale et solidaire. Très rapidement, on en a besoin, aujourd'hui plus qu'hier. Et aussi de lancer une dynamique d'accompagnement, comme a cité c'est Hosni, et de travailler sur l'accompagnement. Aujourd'hui, au niveau aussi du financement et des moyens, ils existent. On doit travailler plus sur l'humain, comme citait Madame Khafas. Au niveau des acteurs aussi associatifs, c'est d'accompagner aussi, c'est dans l'incubation et dans l'accompagnement, et de faire leur rôle en tant qu'acteur pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et au niveau des entrepreneurs, bien sûr, de aussi faire leur rôle et être engagé dans l'entrepreneuriat et ne pas être dans une philosophie d'assistanat, mais aller chercher les financements, aller chercher les investissements, aller chercher dans l'action réelle, pas que dans le dit. Aussi au niveau des investisseurs, investissez dans les jeunes entrepreneurs, investissez dans les solutions innovantes. Après, bien sûr, il faudrait qu'il y ait une coalition, une convergence entre ces acteurs, puisque comme on dit, nous au Maroc, il y a plusieurs acteurs qui devront être engagés dans cette dynamique d'innovation sociale, et aussi de prendre en considération que c'est une approche par le bas. C'est-à-dire que quand on crée des stratégies au niveau des administrations, il faut aller discuter avec les gens sur le terrain, ne pas les créer dans les bureaux. Parce que des fois, il y a une divergence énorme entre les stratégies et ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, du coup, il faut créer cette convergence pour pouvoir consolider le travail. Très bien, très bien. Excellent, très clair. Simrnouj, chers invités, quoi dire, merci beaucoup. Je suis particulièrement ravi d'avoir écouté vos idées, vos interventions, tellement elles étaient riches et complémentaires. Je suis sûr également que nos téléspectateurs également, ils ont mieux appréhendé en tout cas le rôle de l'État, son leadership et ses différents programmes et projets mis en place en faveur de l'innovation sociale au Maroc. Je rappelle mes invités, je les remercie un par un. C'est Youssef Hosni, vous êtes le directeur de l'Office de développement de la coopération, l'ODCO, sous la tutelle du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Saïm. Merci à vous. Madame Ahlam Khafas, vous êtes prof à l'Université Ibn Tufayl de Khnitra et enseignante chercheuse à l'ENCG. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Et Monsieur Mernouj, vous êtes entrepreneur social, expert en entrepreneuriat social et solidaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de votre émission Les Engagés de l'innovation sociale. N'oubliez pas d'interagir avec cet épisode sur les réseaux sociaux de la Fondation Abdelkader Ben Salah en commentant, en partageant, et partagez avec nous également ce que vous pensez du rôle de l'État en faveur de l'innovation sociale au Maroc. Sur ce, je vous dis au prochain épisode et en attendant, restez engagés.